Un autre problème qu'on rencontre régulièrement, c'est que le temps de scolarisation de l'enfant est insuffisant. Alors, l'emploi du temps de l'élève et son temps de scolarisation se discutent en réunion équipe éducative ou en réunion ESS à l'école. Alors, pour le moment, en tout cas, le temps de scolarisation en école ordinaire n'est pas notifié par la MDPH. C'est le temps d'AVS individuel qui peut être notifié par la MDPH. Maintenant, ce n'est pas exclu que ça change et que le temps de scolarisation puisse être notifié par la MDPH. Donc, par défaut, la scolarisation d'un élève avec handicap, comme pour n'importe quel élève, se fait à temps plein. La scolarisation à temps partiel est bien entendu possible, notamment pour permettre à l'enfant de suivre des prises en charge sur le temps scolaire. Donc c'est important de bien argumenter pendant les réunions équipe éducative ou ESS sur les souhaits des parents en termes de temps de scolarisation. Il faut savoir que scolariser un élève sur des temps très brefs, ça peut être souvent préconisé par les équipes éducatives, même tout en étant de très bonne volonté, avec l'idée que l'enfant va pouvoir s'habituer progressivement à l'école, mais c'est en réalité bien souvent plutôt contre-productif, puisque l'enfant, s'il est très peu scolarisé, quelques heures par semaine par exemple, 1 heure par jour, des choses comme ça, il ne va pas réussir à s'habituer à l'école. Et il risque de beaucoup moins progresser dans ses apprentissages, d'être beaucoup moins sociable et de rester mal à l'aise assez longtemps. Donc il vaut mieux scolariser plus dès le début, en aménageant, en adaptant au maximum. On a d'ailleurs un guide qui a été édité par l'Éducation nationale qui s'appelle « Scolariser les élèves autistes ou présentant des TED ». Je vous le lis rapidement parce que c'est important et c'est quelque chose que vous pouvez vraiment citer lors des réunions équipes éducatives et des réunions ESS, surtout dans la mesure où c'est un document qui émane de l'Éducation nationale. Il existe en effet, sur la question de l'inclusion scolaire, une précaution paradoxale dont il faut se méfier. On a tendance à rester prudent, à commencer par une scolarisation partielle, pour augmenter ensuite le temps de scolarité ordinaire si tout se passe bien. Mais comment alors offrir aux jeunes autistes les conditions minimales leur permettant d'acquérir des points de repère ? Chacun des enseignements, des temps d'apprentissage qui leur auront manqué, risque de déséquilibrer la scolarité à construire. Il vaut donc mieux, le plus souvent, favoriser immédiatement les étayages, les facilitations et les accompagnements, suivis par un CESAD, mobilisation d'un temps partiel ou complet d'AVS, pour que l'enfant puisse se faire une idée satisfaisante du milieu dans lequel il est placé et de sa logique de fonctionnement. Et ça d'autant plus que les enfants autistes ont souvent un peu de mal, ou beaucoup de mal avec tout ce qui est nouveau, donc vont avoir besoin de plus de temps pour s'habituer. Donc autant leur offrir ce temps-là dès le départ. Autre difficulté qui peut être rencontrée, c'est les aménagements qui ne sont pas mis en place par l'école. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, pour le moment, les PPS de la MDPH sont très pauvres et se réduisent bien souvent à quelques notifications simples, ce qui rend un peu difficile de contester l'absence des aménagements prévus. Maintenant, assez souvent, on a quand même des comptes rendus de ESS où, en plus du GEVASCO, on peut trouver des préconisations d'aménagement, des choses comme ça. Donc on peut, si on en a, se baser là-dessus pour contester l'absence d'aménagement. Donc à partir du nouveau modèle de PPS qui sera mis en place en septembre 2015, ça va être plus facile puisque les principaux aménagements seront listés sur ce document. Ça va faciliter les réclamations en cas de non-application des aménagements. Ça donne les moyens, ça fait un document de référence qui est opposable, à partir duquel on peut faire des courriers à l'école, éventuellement des mises en demeure si c'est vraiment pas appliqué. Autre problème assez fréquent, le refus de l'enfant au périscolaire ou dans l'extrascolaire. Donc on a vu que le périscolaire et l'extrascolaire dépendent de la mairie. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est bien en discuter avec le responsable du périscolaire, de l'extrascolaire de l'école. Si ça bloque, on peut demander rendez-vous à la mairie, donc soit auprès du maire, soit auprès de son adjoint chargé des affaires scolaires, afin de leur expliquer la situation et de leur demander de trouver une solution. Il faut bien leur rappeler qu'il s'agit d'une discrimination. Un enfant avec handicap doit pouvoir accéder au périscolaire, à l'extrascolaire, comme tout autre enfant. Et maintenant que cette circulaire de la CNAF est parue, permettant au CAF d'aider les mairies au financement de moyens supplémentaires pour accueillir des enfants handicapés en périscolaire ou en extrascolaire, il ne faut pas hésiter à en parler à la mairie, éventuellement à leur imprimer la circulaire et à la leur amener parce qu'elles ne sont pas forcément au courant.
Le défenseur des droits donc, peut vraiment être une aide utile dans le cas de discrimination pour l'accès au périscolaire ou à l'extrascolaire. Il pourra contacter la mairie, il pourra contacter les responsables dans l'école. Si vous pensez avoir besoin d'un avocat pour faire des recours, il va falloir le payer. Donc il y a différentes aides qui sont possibles. Alors déjà, il y a l'aide juridictionnelle qui s'adresse aux familles qui ont peu de revenus. Donc ça va permettre de financer, selon ses revenus, tout ou partie des honoraires de l'avocat. Mais voilà, tous les avocats n'acceptent pas l'aide juridictionnelle parce que ça leur fait une rémunération relativement faible par rapport à ce qu'ils gagnent habituellement. Autre possibilité, les protections juridiques. Donc vous pouvez regarder parmi vos assurances, notamment l'assurance habitation, si elle n'inclut pas une protection juridique. Souvent on en a une et on ne le sait pas. Donc ça peut permettre d'avoir une aide financière, même partielle, pour régler l'avocat. Sinon, il y a l'association Autisme France. L'adhésion à Autisme France inclut une protection juridique et ça permettra d'avoir un financement des frais d'avocat. Bon, pas dans tous les cas, mais dans certains cas en tout cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces assurances doivent avoir été souscrites avant le début du litige pour pouvoir être utilisées. Vous ne pouvez pas souscrire une assurance après avoir reçu une notification MDPH que vous voulez contester pour payer un avocat suite à cette notification.